Quand j'ai découvert le film à sa sortie, je me suis posé la question tout de suite, est-ce que ce film va toucher un public, faire rire, embarquer dans son univers des spectateurs qui ne seraient pas fans de l'univers de Joss Whedon? Parce qu'étant une fan des premières heures de Buffy contre les vampires, comme certaines personnes dans cette salle, d'Angel, de toutes les séries de Joss Whedon, moi c'est vrai que je l'ai lu comme un texte audiovisuel hyper référencé par rapport à ces séries-là, avec plein de situations, de répliques, d'ambiance, la présence d'acteurs, y compris dans des rôles très secondaires, en particulier dans toutes les scènes dans les laboratoires, avec la présence de beaucoup d'acteurs qu'on associe à l'univers de Whedon, ou de personnages types, au-delà des archétypes du genre du slasher et du film d'horreur, qu'on associe à ces séries-là. Du coup, le film joue vraiment avec tous ces codes. Donc on a le présage au début avec le mec dans sa station essence là qui annonce, etc. On a qui rappelle la clignotation des yeux, la maison sur la gauche, etc. Enfin, on voit comment on nous propose des petits appetizers comme ça au fur et à mesure pour nous rappeler plein de souvenirs de cinéma et montrer d'emblée qu'on est dans un film de l'ordre du plaisir. Ce qui va compter, c'est pas d'avoir peur, c'est pas d'être embarqué dans les soubresauts d'une intrigue qui nous dégoûterait, nous ferait frémir, mais vraiment d'être dans le plaisir de retrouver cet univers et de voir un peu quel détour on va prendre. De retrouver tous les codes, donc l'idée qui est très souvent commentée sur le film d'horreur que la fille qui a la sexualité la plus libérée est celle qui va mourir en premier, tandis que la fille vierge, entre guillemets, bon, okay, ce n'est pas le cas de l'héroïne, mais voilà. Et la dernière, ce qu'on appelle donc la final girl, c'est elle qui va arriver en dernier. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on a un film qui est écrit pour des spectateurs qui ont vu la saga des Scream. En fait, on sait que vous connaissez les codes et qu'en plus, vous les avez bien répétés, vous avez bien récité votre leçon parce que vous avez vu Scream, vous savez qu'il ne faut pas dire je reviens tout de suite. Vous savez que le méchant revient toujours pour un dernier frisson. Il faut pas se séparer. Il faut pas se séparer. On nous les a répétés, on a travaillé notre leçon, donc on arrive chargé de nos bagages screamesques et on sait ce qu'il faut faire. Et puis en fait, les détours sont encore plus nombreux. Du coup, il y a un truc rigolo, on va dire métaphorique sur, on va dire que le laboratoire, ça serait les producteurs / les scénaristes de ces films-là qui sont un peu produits à la chaîne, etc. D'ailleurs, le personnage de Sigourney Weaver à la fin qui arrive s'appelle The Director, donc la réalisatrice. Et ces fameux dieux qu'il faudrait satisfaire, ça serait nous en fait, les spectateurs. Tout à fait. C'est aussi un film sur le plaisir du cinéma. Il y a le plaisir des personnages et le danger de prendre trop de plaisir avec les personnages féminins que tu évoquais, et le plaisir de la connaissance du genre. Et en parallèle, c'est aussi effectivement un film complètement sur l'écriture. On voit qu'on est face à... Donc le scénario a été écrit par Drew Goddard et Joss Whedon ensemble, et que leur plaisir de l'écriture se ressent. C'est vraiment un film sur ce sujet-là, comme un certain nombre de leurs autres projets et de leurs séries. Et, alors ce qui est drôle, c'est que rétrospectivement, aujourd'hui, en voyant le film, j'ai beaucoup pensé à la série The Good Place de Mike Shire. Avec Drew Goddard a réalisé des épisodes, non ? Drew Goddard a participé avec Kristen Bell, Ted Danson, Jamila Jamil. Et justement, c'est un film qui travaille sur l'écriture, des scénarios qui vont être créés pour ces personnages pour développer leur vie dans cet univers où ils se retrouvent. Et c'est complètement une série sur le processus de l'écriture, sur ce que c'est qu'être scénariste, de penser des actes, de penser des arches, de penser des univers, de penser des bibles de personnages. Là, on voit dès le départ qu'on travaille sur des archétypes, sur une bible de personnages, et que tout le temps se joue la friction entre, en fait, personnages et archétypes. Ils sont des personnages au départ. On voit dès le départ, par exemple, le personnage de Chris Hemsworth, malgré son côté athlétique et blondinet et l'emploi dans lequel on a essayé de le ranger très peu de temps au cinéma avant qu'il ne devienne Thor. Dès le départ, on voit qu'il a également une culture extrêmement développée. En réalité, c'est lui l'intellectuel du groupe. C'est lui qui conseille des livres, des lectures universitaires aux filles dans la chambre. Mais dès qu'il arrive dans la maison, il se met à se comporter comme un idiot, comme un jackass, et c'est Marty qui justement met en valeur justement ce phénomène. Et c'est intéressant comment ce personnage-là se fait le guide de l'écriture pour nous amener à attirer notre attention vers tous ces moments de dysfonctionnement, tous ces flottements entre le personnage et l'archétype, le moment où ils deviennent ces archétypes qui finalement ne fonctionnent pas. Cette idée, est-ce que quand on écrit,
on est finalement maître des personnages que l'on écrit. On a des films de personnages, on crée un univers, on commence à travailler sur un pitch, un synopsis, un séquencier. On va finir par produire un dialogué, mais à un moment donné, si on accompagne des personnages longtemps, on se rend compte, quand on écrit en particulier une série, ce que les auteurs de ce film ont fait le plus souvent dans leur carrière, que les personnages, même si on les a créés, qui sont des êtres de papier ou des êtres numériques que l'on a créés sur une feuille d'ordinateur, les personnages nous échappent. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les personnages que l'on a créés quand on développe une série sur plusieurs saisons et que ces personnages sont aussi pris en charge par tout un pool de scénaristes différents. Et c'est ce qu'on voit effectivement ici, ce pool de scénaristes représentés par les différentes équipes dans les labos. Le personnage, c'est ça qui est très beau, c'est qu'un personnage de fiction, en particulier dans le monde des séries et dans les sagas cinématographiques, échappe inévitablement à ses créateurs ou ses créatrices. Les personnages assument une forme de lecture du film quand par exemple Marty prend la caméra et dit « Ah tiens, je suis dans une émission de télé-réalité ou quoi ». Donc on a l'impression que le film, si on se met dans le contexte de sa création en 2009, regarde déjà presque en arrière sur tous ces phénomènes de télé-réalité qui sont développés pendant cette décennie-là et qui, souvenez-vous, au départ, effrayaient, interrogeaient les sociologues, les philosophes, ont écrit sur la télé-réalité, sur les premiers love stories, etc. Arrivé à la fin des années 2000, ça paraissait déjà quelque chose finalement, soit de complètement accepté, ingurgité, digéré, voire dépassé. Donc ce commentaire-là paraît presque décalé. Et en même temps, et effectivement, on a l'impression d'une projection déjà sur des questions de pouvoir et de manipulation et de rapport au spectacle qui préfigure ce que la décennie à venir allait être, en particulier dans le contexte américain. Cette idée d'une personne qui se penserait toute puissante et qui voudrait diriger comme on manipulerait des marionnettes l'ensemble de ces personnages américains. Effectivement, on est un peu tenté, on a envie d'en faire une lecture politique, sachant que le cinéma fantastique en général a toujours été une parabole politique très puissante. Depuis le cinéma fantastique des années 30 et 40 de l'âge d'or hollywoodien, que ce soit Frankenstein, que ce soit Freaks, que ce soit King Kong, tous ces films-là, encore plus tout le développement des films de zombies qui vont développer un discours récurrent sur la critique du monde capitaliste. Donc évidemment, on a cette dimension politique que l'on peut imaginer aussi bien en 2009 qu'aujourd'hui. Le film, comme c'est un film de plaisir et de jeu, ça laisse le champ libre à toutes les interprétations et à toutes les appropriations. De la même façon que les personnages qui observent dans les laboratoires les scènes se dérouler vont s'approprier cette histoire et imaginer des scénarios. Il y a quelque chose, voilà, cette image du pop-up, je trouve, est assez parlante, quoi. Comment on peut s'emparer de ce film-là par plein de portes différentes, comme toutes ces portes qui s'ouvrent et se referment dans ce cube géant. Et le film nous ramène effectivement tout le temps à nous-mêmes, dès les premiers plans où l'on voit les deux scientifiques en blouse danser devant leur écran. C'est nous qui prenons plaisir finalement à voir le film. Et la façon dont ils sont filmés, de façon extrêmement frontale, où on est souvent comme ça à la limite des regards caméra, on nous ramène à nous-mêmes et on nous nomme. L'emploi des pronoms personnels joue là-dessus. Il faut les satisfaire, ils vont être contents, le « il ». Ce ne sont pas tant les dieux, les créatures que le personnel du labo semble redouter, mais c'est nous les spectateurs derrière notre écran. Donc en permanence, le film travaille à briser le quatrième mur, ce qui est pas nouveau, mais ce qui est fait de façon extrêmement ludique. Là, on voit comment on a vraiment cette image du Rubik's Cube aussi, qui est mis en place avec toutes les créatures, tous les monstres, mais qui est à l'œuvre dans l'écriture du scénario, ce Rubik's Cube de situations, d'archétypes, mais aussi d'idées de propos. Qu'est-ce qu'on construit comme propos et comment ce propos on le construit de façon avec plein de facettes différentes pour nous faire réfléchir, mais sans se prendre au sérieux. Donc on est clairement dans un film de comédie. Et là, je vais prendre 3 secondes ma casquette de prof de lettres modernes. Voilà, le but de la comédie classique, c'est de plaire et d'instruire en même temps, et d'instruire en faisant oublier aux spectateurs qu'on est en train de les instruire,
de châtier les mœurs par le rire, comme on le disait au XVIIe, castigat ridendo mores. Et c'est ce qui est à l'œuvre ici, en fait. Comment par le rire, on va confronter le spectateur à lui-même sans qu'il se rende, sans qu'il mesure, lorsqu'il se rend compte de sa propre réflexion. Et effectivement, on est complètement dans la période du post-modernisme. Donc, on est complètement dans le méta du méta, que le méta est déjà voilà, complètement digéré et jusqu'où on peut aller, quoi. Il y a cette idée d'arriver au bout d'un système et qu'effectivement, les personnages sont dans une démarche complètement anarchiste. Voilà, j'ai envie de parler de Buffy, mais du coup, comme tous les gens n'ont pas vu la série, j'en parle pas. Tu sais que des gens sont en train de la regarder, donc je peux pas, mais cette dimension anarchiste, cette question en tout cas de comment se positionner par rapport au système, comment en sortir, comment aller au-delà, comment faire table rase du passé pour créer quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui habite l'univers du Whedonverse dont Drew Goddard fait partie en fait. C'est tous des questionnements qui habitent leur travail de façon générale. Et voilà, et ce que vous touchez du doigt est tout à fait juste dans le rapport de ces personnages à la fin. Alors après, c'est vrai que moi je me dis, effectivement, on est là pour... Le film veut nous faire déjouer des attentes, nous dire, on connaît les attentes du genre, on connaît même les attentes du méta-genre, donc comment nous surprendre, comment nous prendre au piège en créant une fin qui ne soit une fin attendue dans aucune de ces formes-là, puisque malgré tout, à la fin des Scream, Sidney est toujours là et finit toujours par réapparaître, quoi. Donc là, non, il n'y a pas de fin heureuse. Et pourquoi ? Parce que, excusez-moi de le dire, on est jeudi soir, on passe une bonne soirée, mais on est tous en train de mourir. On va tous mourir. La seule chose dont on est sûr, c'est ça. Donc, et cette réalité-là qui est effrayante et qu'on passe notre temps à essayer d'oublier chaque jour au quotidien par un ensemble de stratagèmes divers et variés, c'est une des plus grandes peurs et des obsessions de Joss Whedon et Drew Goddard, qui sont des gens profondément dépressifs. Donc c'est cette réalité-là aussi. Et que la seule fin possible, c'est le néant, parce que c'est ce qui va nous arriver, c'est ce à quoi on nous ramène, quoi. Et on peut essayer de sauter avec la moto par-dessus le fossé, et on peut essayer de défoncer tous les zombies possibles, et voilà, il faut continuer à aller de l'avant. C'est ce que dit Marty aussi. Je trouve ce moment très très beau, en fait, où il emmène Dina vers le sous-sol et elle n'ose pas et il dit mais si, il faut y aller. Derrière, tu sais qu'il y a les zombies, il y a les monstres, il y a les créatures dans le lac, dans la maison, de partout. Tu vas pas te retourner. Tu vas pas aller faire justement comme Sarah Michelle Gellar dans Scream 2. Tu ne montes pas à l'étage. Tu ne montes jamais à l'étage dans le grenier. Sinon tu te fais zigouiller, donc tu ne rentres pas dans la cabane. Non, il faut aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est aller explorer l'inconnu. On est tous contraints de continuer à explorer l'inconnu, d'aller de l'avant, parce qu'une chose est sûre, le temps s'écoule de façon inexorable et on ne peut pas l'arrêter, même si le cinéma de science-fiction a essayé de nous faire croire à ce fantasme et qu'on s'est heurté contre le mur invisible des paradoxes temporels tant de fois face à la fiction. Donc il faut continuer à aller de l'avant et suivre Marty jusqu'à la fin, et que si fin il doit y avoir, autant qu'elle soit belle, donc autant qu'elle soit dans cette rébellion face à tous ceux qui essaient de tirer les ficelles pour nous. J'ai naturellement utilisé cette étiquette de la comédie pour décrire le film, puisque sur plein d'aspects, le film travaille sur un registre comique qu'il n'est une comédie, justement, mais on est aussi dans la tragédie. On est dans la tragédie vu l'issue du récit, et on est dans la tragédie dans la façon dont le film aussi crée des références à la culture antique. Tout ce que l'on voit dans la salle de rituel final, les gravures, le sang qui se remplit dans les bas-reliefs, fait appel à une imagerie antique, et que le principe de la tragédie, c'est que le héros est condamné à un destin fatal et devra mourir et tout ira mal, même si dans toutes les tragédies ne se terminent pas par la mort de leur protagoniste, mais que la mort est ton cadeau, pour citer à nouveau Buffy, et que tout est toujours question de pouvoir aussi. C'est là où on voit ici comment est en jeu en permanence la question du pouvoir entre les personnages du groupe du Club des 5, j'ai envie de dire, et entre ce groupe et ceux qui les observent. Qui a le pouvoir, ceux qui regardent ou ceux qui agissent dans un film comme dans une société. Voilà, question rhétorique. Cette question du regard et de la force du regard, elle est en jeu dès la première scène des miroirs. On voit que la question du miroir de la vitre revient souvent dans la première scène
du miroir lorsque Dina rentre lorsque... C'est pas Dina... j'ai oublié son prénom. Le personnage incarné par Jesse Williams, que vous reconnaissez sûrement de Grey's Anatomy, lorsqu'il entre dans la chambre et qu'il décroche le tableau et voit, se rend compte qu'il s'agit d'un miroir sans teint et qu'il voit Dina. Donc là, on a un magnifique premier moment de male gaze, donc de regard scrutateur masculin sur le corps féminin, ce regard qui a tellement construit, orienté, informé le cinéma pendant des décennies, cette question sur laquelle Lara Mulvey a beaucoup travaillé dans les années 70 autour du cinéma d'Hitchcock, comment le regard masculin du spectateur, le regard du héros masculin à l'intérieur de la diégèse organisait le regard sur la femme et organisait la structure du film, son découpage et son montage, comment on regarde les corps féminins à l'écran, comment on organise des dynamiques entre les personnages. Et donc là, cette question du male gaze est retournée, puisque Dina, avec l'inversion des chambres, c'est Dina qui se retrouve en situation de pouvoir à travers son regard, où on la voit déstabilisée immédiatement par ce pouvoir. Et je trouve que c'est une très belle scène aussi sur le consentement. Dans la façon dont le personnage masculin, là, tout de suite indique qu'il voit cette délicatesse que Dina met en valeur après, cette délicatesse montrer qu'il dit qu'il voit, et il lui donne à elle le pouvoir, parce qu'en la laissant aller dans la chambre qui permet de scruter, il lui donne le pouvoir, il lui donne la possibilité de le regarder et d'entrer dans un jeu de séduction, un jeu érotique à travers ce miroir. Il lui donne la possibilité de s'en emparer. Donc lui consent à ce regard et c'est elle qui devra faire un choix. Et le film ne sera plus qu'une succession de choix.